Allez, il est 19h, on y va? Yes. Bonjour à vous tous, bienvenue dans notre nouveau webinaire sur l'humanitude, sur la question de la pluridisciplinarité. Je vais laisser les différents intervenants se présenter. Après, je fais un petit tour pour présenter un petit peu qui on est. On va commencer par toi, Rosette. Alors, Rosette Marescotti, je suis co-auteure de l'Humanitude avec Yves Gineste et, et ça fait longtemps qu'on a commencé. Voilà. Ça fait donc 40 ans qu'on travaille sur cette progression pour arriver à ce travail qui est fait aujourd'hui, à cette belle équipe qui nous réunit tous là et ça fait vraiment plaisir. Voilà. Christelle, je te laisse te présenter. Alors, Christelle Matevon, je suis formatrice humanitude vie sociale, mais aussi directrice pédagogique des formations sur le pan vie sociale. Je représente Philippe Cron, qui est le concepteur des formations sur ce pan. Et comme on l'entend, tu es bien du Sud-Ouest. Pas du tout, pas du tout. Je viens du Québec. Et là, on part en Ille-et-Vilaine et on va là, tu me le voles quand même. Je te rappelle que c'est moi qui suis du Québec. C'est bien que c'est ce qu'on dit tout le temps. Excusez-moi, je vous ai coupé. Alors, moi, je suis Anne-Sophie Cheval, je suis coordinatrice de vie sociale au Jardin du Castel à Château-Giroux. Voilà. Un établissement labellisé. Donc, moi, je vais me permettre de vous montrer une petite présentation. Voilà, très courte, hein, vous inquiétez pas, ça va pas être très long. Alors, j'essaye de faire comme ça. Voilà, est-ce que vous voyez bien? Ouais. Donc bienvenue, hein, re-bienvenue dans notre webinaire sur la pluridisciplinarité sur 24 heures. On va parler soins, vie sociale et restauration. Et donc, on a une grande pensée pour notre conceptrice autour de la restauration qui s'appelle Sabine Soubiel. Donc, on pense fort à elle parce qu'elle aurait pu être là ce soir, mais ça n'a pas été possible. Donc, on pense bien, bien fort à elle. Et je voulais vous présenter nos activités. Donc, nos activités, c'est d'aider à vieillir debout par l'information. Vieillir debout bien informé avec hvillage.com et hvillagepro.com pour les professionnels de la gérontologie. Et en faisant les newsletters d'HVillage toutes les semaines, on a rencontré les auteurs de l'Humanitude, Yves Gineste et Rosette Marescotti, qui nous ont proposé d'embarquer dans le grand chemin de l'Humanitude jusqu'au label Humanitude. Donc, concernant toute la partie information, vous pourrez nous retrouver et retrouver l'ensemble des conseils pratiques qu'on donne aux aidants dans un premier livre que j'ai réalisé il y a quelques années, mais qui vient d'être réédité, qui s'appelle « J'aide mon parent à vieillir debout ». Et donc, l'Humanitude, la démarche Humanitude, donc en quelques mots, c'est une démarche pluridisciplinaire qui enseigne sur l'ensemble des champs de l'aide à l'autonomie, du soin, de la vie sociale et de la restauration, en passant évidemment par le pilotage du projet, parce que c'est la direction qui prend tout ça en main jusqu'au rêve qui sera de mettre en œuvre l'ensemble des principes de l'Humanitude 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et là, on vous présente la dernière photo de notre équipe, l'équipe des 80 formateurs Humanitude, que vous voyez répartis sur toute la France. Donc, si vous avez besoin de faire appel à l'Humanitude, vous nous contactez via le site internet où il y a toutes les coordonnées. Et vous avez un autre site internet qui s'appelle le Label Humanitude, qui là présente l'ensemble des établissements labellisés. Et là, je vois qu'on n'a pas encore actualisé la petite carte avec Château-Giroux, mais ça ne saurait tarder, hein, parce que vous n'êtes pas loin là-bas. Si, je crois qu'on est tout en haut. EHPAD, les Jardins du Castel. Ah d'accord, je ne vous avais pas vu. C'est super. Ah, vous êtes là-bas en haut à droite. Ah oui, c'est vrai. Vous n'êtes pas du côté de l'Ille-et-Vilaine, c'est pour ça que je n'étais pas sûre. Et donc voilà, vous faites partie des 30 premiers labellisés et les 10 premiers, j'en ai dressé le portrait dans un livre qui s'appelle « Vieillir debout, il relève le défi », où vous pourrez retrouver l'histoire du label et le portrait des 10 premiers qui se sont embarqués et qui ont obtenu le label dans ce livre aux éditions Chroniques Sociales. Et on aura le plaisir cette année de vous retrouver dans un nouvel établissement en région parisienne
dans le sud de Paris qui s'appelle le Beffroi de Montrouge pour notre 16e colloque sur les approches non médicamenteuses. Vous verrez que cette année, on va parler autodétermination avec enthousiasme. L'autodétermination pour vivre avec enthousiasme et l'enthousiasme pour faire vivre l'autodétermination. Donc, vous pouvez bloquer les 7 et 8 novembre prochains pour être avec nous sur Paris. Donc, vous verrez, comme d'habitude, beaucoup d'experts, beaucoup de chercheurs, des philosophes, mais aussi des professionnels de terrain pour partager l'ensemble de ces démarches. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous dire en introduction pour vous présenter donc la question de la pluridisciplinarité dans l'humanitude. Alors, pour démarrer, on va donner la parole à Rosette, qui va nous faire un petit tour d'horizon de pourquoi l'humanitude est en lien avec cette notion de pluridisciplinarité. Raconte-nous, Rosette. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Alors, peut-être que ça serait intéressant de définir d'une manière assez globale qu'est-ce que la pluridisciplinarité, qu'est-ce qu'une approche pluridisciplinaritaire dans un lieu de vie accueillant des habitants qui sont en situation de vulnérabilité. Alors, je définirais cette pluridisciplinarité par la prise en soin de chaque habitant par une équipe de soignants pluridisciplinaires. Alors, on utilise aussi le mot de multidisciplinaire, hein, voilà. Et cela au service d'un même objectif, en sachant bien sûr que cette pluridisciplinarité, elle ne peut que s'appuyer sur un fonctionnement où la complémentarité et la compétence de chaque soignant, évidemment, il faut qu'elle soit reconnue. Alors, les échanges entre les professionnels, bien sûr, ils invitent à une réflexion interdisciplinaire qui va permettre d'élaborer un projet d'accompagnement personnalisé pour chaque habitant. Et Christelle, bien sûr, qui est responsable de la vie sociale, elle vous en parlera et bien mieux que moi, c'est certain. Alors, l'approche pluridisciplinaire, elle permet donc de mieux appréhender le projet de chaque habitant en mobilisant des compétences complémentaires. Et cela, grâce au regard qui est porté par chaque équipe professionnelle. Alors, ce sont les équipes médicales, paramédicales, de la vie sociale, de la restauration, du ménage, le personnel administratif, sans oublier le regard des familles, des bénévoles, et je pense que je dois en oublier. Alors, la cohésion d'équipe, elle devient évidente à ce moment-là. La confiance, elle règne entre les professionnels et le plaisir de coopérer, il s'installe. Un sentiment de confiance règne dans l'établissement et bien sûr que la maltraitance, elle ne peut pas s'installer. Et c'est fini le temps où les soignants jouent chacun leur rôle sans vraiment partager les volontés de la personne qui bien souvent sont inconnues ou ignorées. Alors, bien évidemment, pour que cela fonctionne correctement, il faut que le groupe de professionnels partage les mêmes valeurs, la même philosophie. Lorsque l'établissement fait le choix d'installer la philosophie de l'humanitude, nous avons aujourd'hui quand même assez de recul pour affirmer que la pluridisciplinarité, j'ai beaucoup de mal à dire ce mot d'un seul coup, donc la pluridisciplinarité peut exister sur 24 heures dans le respect des valeurs que porte l'humanitude, à savoir le respect de la liberté, le respect de l'autonomie et de la citoyenneté de chaque personne dont vous prenez soin. L'humanitude, c'est une philosophie de lien entre les individus, de leur naissance à leur mort. L'humanitude, c'est l'abandon du pouvoir soignant. C'est la reconnaissance de l'interdépendance entre la personne en situation de vulnérabilité et la personne soignante. Et cela, cela donne du sens à nos métiers en agissant sur nos comportements de soignants, bien évidemment. Quelle que soit notre spécialité en tant que soignant, alors voilà, alors il faut quand même, je vous dis quelle que soit notre spécialité en tant que soignant, donc il faut quand même que je vous rappelle ou que je vous donne la définition que nous avons, nous, du soignant en humanitude. Donc, en humanitude, la définition du soignant, c'est presque la base de la définition de l'humanitude. Un soignant,
c'est un professionnel qui prend soin d'une personne qui a des problèmes de santé ou qui se préoccupe de sa santé dans le but de l'améliorer, de la maintenir ou accompagner cette personne jusqu'à la fin de sa vie, mais en aucun cas nuire à la santé de la personne. Alors, vous pensez bien que derrière le mot nuire, quand on parle de nuire, très souvent, on ne sait pas qu'on est en train de nuire à la santé de la personne. Donc, nous, c'est chaque fois qu'on va utiliser un outil, chaque fois qu'on va utiliser une pensée, on va se poser la question, est-ce qu'on nuit à la santé de la personne ou pas? Nous considérons donc que tout professionnel qui travaille dans un établissement de soins, dans une unité de soins, ou toute personne qui prend soin d'une personne vulnérable est un soignant. Donc, je reprends le début de ma phrase. Quelle que soit notre spécialité en tant que soignant, nous devons respecter les 5 principes de l'humanitude, à savoir 0 soin de force sans abandon de soins, ça veut dire que 100% des soins seront en douceur, et vivre et mourir debout, c'est-à-dire que nous allons éviter la grabbatisation de la personne, respect de l'intimité, de la singularité, donc c'est le respect de l'autonomie de la personne, de sa dignité, de sa sexualité. L'ouverture sur l'extérieur, c'est le 4e principe, donc ouverture aux familles, avoir de l'intergénération dans les structures, faire apparaître le bénévolat, insérer les personnes dans la vie civile comme c'est parfaitement leur droit bien évidemment, ouverture 24 heures sur 24 des structures. Et le 5e principe, c'est le lieu de vie, lieu d'envie, avec bien évidemment, Christelle, les projets personnalisés, les projets d'accompagnement personnalisés qui nous tiennent tellement à cœur. Et chaque principe se décline avec des techniques qui vous permettent d'accompagner les personnes dont vous prenez soin 24 heures sur 24 dans la bientraitance et dans le plaisir de travailler ensemble pour améliorer à la fois la qualité de vie des habitants et votre qualité de vie au travail. Voilà. Donc, je reste à votre disposition, bien évidemment, pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Rosette. Vous avez sur le bas de l'écran la possibilité soit de discuter en mettant des messages, soit de nous poser des questions. On espère les voir arriver et continuer de vous questionner ou de vous relancer. On a posé le décor de l'humanitude et de sa philosophie avec Rosette, Rosette qui est co-auteur avec Yves, Gineste de l'humanitude. On va passer dans le volet vie sociale, plus directement avec Christelle, avant de partir sur le terrain, voir comment ça se déploie. Christelle, raconte-nous comment toi tu vois et comment travailler la pluridisciplinarité sur 24 heures. Alors, la pluridisciplinarité, moi aussi j'ai un peu de mal, Rosette, à le dire en entier, ce mot, je l'écorche toujours. C'est pour ça. On se rend compte bien souvent que dans les établissements, on est pluridisciplinaire, mais un peu chacun dans notre coin. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est de trouver aussi tout ce qui va nous aider à la construire, à l'harmoniser et faire en sorte qu'on aille tous vers un même objectif, comme disait Rosette. Alors, c'est sûr que les projets d'accompagnement personnalisé vont nous permettre d'aller dans ce sens-là, hein, puisqu'on va écouter les attentes et les envies des habitants et que, bien sûr, on va se centrer auprès de lui pour l'accompagner vers. Alors, ce n'est pas prendre en main son projet, parce que son projet, ben, c'est le sien. Si on prend son projet, on se dit ben, monsieur veut, je ne sais pas, faire le Tour de France, ben, on va tout mettre en place pour qu'il réalise le Tour de France. Ben, malheureusement, on va prendre son projet et seulement si ça ne marche pas, ben, on va se mettre en échec et parfois, ben, on va peut-être renoncer au projet par peur. Et donc, c'est vrai qu'on n'a pas une obligation de résultat, mais on a une obligation de moyens. On est tous engagés
pour accompagner les personnes dans leur autonomie, c'est savoir ce qui est… l'autonomie, c'est savoir ce qui est bon pour soi. Et donc, accompagner, d'ailleurs, ça fait partie des 3 valeurs fondamentales de la philosophie de l'humanitude. Hein. Donc, les accompagner dans leur autonomie, dans leur citoyenneté. Et donc, on va tous aller ensemble en pluridisciplinarité vers cet objectif-là. Mais pour ça, parfois, quand une personne arrive avec un projet, alors c'est vrai que souvent on est binaire, c'est possible ou c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que les projets, on les regarde avec des jumelles et c'est tellement loin qu'on se dit, bah, c'est pas possible. Et donc, soit on crée des murs, soit on crée des énormes toboggans. Et alors, on glisse. Et donc, les formations PAP vont permettre d'outiller, d'accompagner les équipes à construire des démarches d'accompagnement personnalisées qui vont permettre de séquencer le projet et donc de déterminer des paliers dans lesquels vont s'inscrire des marches qui vont devenir nos plans d'action. Mais à partir de là, pour avoir des plans d'action, il faut des évaluations et chaque professionnel va être outillé avec des évaluations qu'on peut retrouver au travers des formations dispensées par les formateurs dans la dimension du soin, dans la dimension de la restauration et de la dimension de la vie sociale. Parce que il faut, pour atteindre un point B, il faut un point A et c'est l'évaluation qui va nous permettre. Et cette évaluation en philosophie d'humanitude, c'est d'évaluer les capacités. On regarde toujours tout ce qui ne fonctionne pas, regardons ce qui fonctionne, parce que c'est ce qui fonctionne qui va permettre d'accompagner la personne dans une dynamique. Et là, c'est là que Anne-Sophie fera le lien avec moi, c'est aussi de créer du mouvement. Et donc, le mouvement, c'est la dynamique sociale. Et là aussi, nous avons une formation qui s'appelle la dynamique sociale, un enjeu pluridisciplinaire. Et on voit bien qu'on est tous partie prenante dans cette dynamique sociale. Il n'y a rien de plus terrible quand un professionnel accompagne dans le prendre soin dès le matin, comment aussi il peut y avoir une cassure après pris dans le rythme et que on peut faire une cassure au niveau de l'émotion et là c'est un engagement aussi pluridisciplinaire de prendre soin des émotions, de permettre en pluridisciplinarité de permettre cet équilibre émotionnel. Donc là, ça va être un engagement sur 24 heures, en particulier pour les personnes qui ont des troubles du comportement dus à des pathologies neuroévolutives. Ces personnes qui ne sont pas en capacité de construire leur journée, hein, parce que difficulté de se projeter, donc il peut arriver que suite à une prise en soin, là où un professionnel va mettre en place la capture sensorielle, bien sûr, Rosette voilà, en parlera mieux que moi peut-être après, et donc va mettre du plus dans toutes ses sens. Hein, que ce soit au travers de la parole, du toucher et du regard, et bien là, on peut, quand cette prise en soin s'arrête, il peut y avoir une cassure. Et c'est là que la vie sociale, elle a ses outils. Au travers de la vie de quartier, elle va pouvoir s'appuyer sur la dynamique sociale, c'est-à-dire la dynamique sociale, c'est la puissance d'envie qui se dégage d'un groupe. Alors, dans les habitants, il y a des habitants qui sont plus en capacité de produire de la dynamique sociale, nous on les appelle les acteurs. Il y a des consommateurs qui sont plus en difficulté. Et puis, il y a les consommateurs, ceux qui sont plus en capacité d'en produire, mais par contre, qui sont tout à fait en capacité de la ressentir au travers de leurs émotions, et voilà, qui vont profiter de ce mouvement social. L'envie, quand on regarde dans le dictionnaire, on trouve un très joli mot qui s'appelle le mouvement. La vie, c'est être en mouvement. Et il n'y a rien de pire que d'être en mouvement, mais sans savoir où c'est qu'on va. Donc, c'est accompagner les habitants à trouver un sens à leur vie. Et là, c'est un engagement pluridisciplinaire parce que ce soit au travers de la restauration, que ce soit au travers d'une prise en soin, que ce soit au travers d'une assiette. Il y a une dame qui veut parler anglais.
Je crois qu'on est tous, que ce soit aussi, on va le retrouver dans le PAP, l'engagement aussi de l'entretien des locaux privés, que ce soit au travers du linge, que ce soit au travers d'une lettre, que ce soit au travers d'un bonjour, que ce soit au travers d'une rencontre, d'une famille, on peut s'apercevoir que toute personne présente dans un établissement va être une promesse d'envie. Donc, c'est comment on va coordonner, harmoniser, comment on va se faire confiance. Rosette, elle disait ça, c'est se faire confiance aussi, et comment on va être des passages de relais des uns aux autres. Je suis peut-être allée un peu tout azimut, j'espère. Alors, s'il y en a qui ont des questions, est-ce que ça va? En tout cas, on est passé de la philo de l'humanitude des principes au déploiement sur 24 heures en pluridisciplinarité, parce qu'autrement, en effet, on risque les ruptures, et notamment avec les personnes qui ont des troubles et des maladies neuroévolutives qui posent des soucis. Et alors, comment ça se passe sur le terrain? Est-ce que c'est vraiment possible tout ça? Alors, on a posé la question à Madame Anne-Sophie Cheval pour voir un peu comment elle déployait dans la maison Les Jardins du Castel cette démarche. Alors, vous nous avez envoyé un petit support, donc je vais vous le déployer et vous allez me guider pour que on avance au fur et à mesure. Ça vous va? Très bien. Super. Donc voilà, nous sommes à l'EHPAD Les Jardins du Castel. Donc, l'EHPAD Les Jardins du Castel, c'est un établissement public autonome qui se situe à Château-Giron, dans la périphérie rennaise. Alors, au quotidien, nous accompagnons 121 résidents et on a 6 usagers en accueil de jour. Donc, au niveau architecture, en fait, il faut savoir que notre établissement est très, très grand, très, très vaste. Alors, on a de la chance parce que souvent, les EHPAD sont plutôt… nous, on a de l'espace. Donc, voilà, les logements, ils sont répartis sur 6 quartiers, dont 2 quartiers faisant partie d'un pôle Alzheimer. Donc voilà. Alors j'aime bien parler de GMP, PMP parce que des fois on se dit il n'y a pas trop de dépendance, des choses comme ça. Et on a quand même un GMP à 739 qui va être réévalué bientôt et un PMP à 253. Et j'aime bien aussi parler d'équivalent temps plein parce que des fois on se dit vous avez un peu plus de moyens, etc. Et non, pas forcément. En tout cas, voilà, on s'organise autrement. On a 86 ETP sur l'établissement. Donc voilà, entre les soignants, les 5 professionnels de cuisine, l'administratif, l'atelier. Donc voilà pour un peu la présentation de l'établissement, voilà, dans sa globalité. Maintenant, on va parler de notre maxime. C'est comment chaque professionnel accompagne le résident pour qu'il atteigne son objectif, son souhait de vie, afin de le rendre acteur de sa vie dans l'EHPAD. Pour nous, c'est vraiment important que l'envie vienne du résident, qu'on ne se substitue pas au résident à son envie. Et donc, du coup, comment on l'accompagne, nous, en tant que professionnels, dans ses choix de vie. Et pour nous, c'est vraiment important. Je pense que l'humanitude nous a aidés depuis une dizaine d'années dans cette démarche-là, parce que parfois, on fait à la place d'eux. Souvent, au départ, il y a 10 ans, on faisait sûrement à la place d'eux. On anticipait les envies et les souhaits des résidents. Et en fait, du coup, il y avait de l'insatisfaction parce qu'on ne répondait pas à leurs envies. Aujourd'hui, vraiment, on s'efforce de poser des questions, d'accompagner le résident dans ses choix de vie. Donc voilà, je vais plus maintenant vous parler de l'ambiance sociale de la vie quartier. Voilà, nous, dans la question de la vie sociale dans l'établissement, c'est comment on crée au quotidien un climat, une ambiance chaleureuse et dynamique pour donner un sens à l'envie. Il faut savoir que nous, on a été labellisé post-Covid. Donc du coup, comme je vous ai expliqué, l'établissement est très très grand et donc on n'est que 2 animateurs. À l'époque, j'étais toute seule. Donc, ce qui avait été ressorti pendant le label, c'était que quand il y avait l'animateur, il y avait de la vie dans le quartier. Et puis, quand l'animateur n'était pas dans le quartier, donc il y avait 6 autres quartiers, il faut savoir, il y avait moins de vie. Donc, nous, on s'est efforcé, grâce à la formation vie sociale avec Nicole, à savoir comment on va recréer de la vie dans nos quartiers, comment on recrée de l'ambiance dans nos quartiers, comment on fait en sorte qu'on soit effectivement dans le mouvement, dans l'envie, dans le déplacement. Donc, du coup, on va pouvoir passer à la diapo d'après si vous voulez. Et donc, c'est super vos photos. C'est vrai? Ah oui, vous voyez. Ouais, je me régale. L'idée étant de créer voilà, une vie sociale adaptée aux résidents. Donc, on a vraiment travaillé en groupe donc avec les soignants, avec les cuisiniers, avec les ASH au ménage, avec… voilà, on s'est posé tous ensemble, on s'est dit, mais
Qu'est-ce qu'on propose? On s'est posé aussi avec les résidents. Qu'est-ce que vous avez envie? Qu'est-ce qui est important pour vous? Donc, on a un peu réaménagé nos temps d'activité, nos accompagnements différemment. Donc, en premier lieu, on a créé parfois, on faisait des activités de 2 heures. Et en fait, on voit bien qu'on ne répondait plus du tout aux envies, aux besoins des résidents parce que c'était trop long. Surtout avec des gens qui ont des troubles cognitifs, c'était trop long. Donc, on a réduit nos temps d'activité qui sont plus courtes et on les a répartis sur les différents services. Et du coup, elles sont plus nombreuses aussi. Il faut savoir aussi que nous, en tant qu'animateurs, on a adapté nos temps et nos activités. C'est-à-dire ça va être aussi un peu disparate, mais on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de caps à partir de 17 heures. Des caps, ça veut dire? Des comportements d'agitation pathologique. On les a tous en EHPAD. On se rend compte que quand le jour baisse, voilà, on a beaucoup de caps de 16h30, on va dire, jusqu'à 18h, jusqu'au temps du repas. Et c'est vrai que c'était des temps où les résidents n'avaient pas de proposition d'activité de vie sociale. Donc, moi, j'ai déplacé mes horaires, en fait, pour finir à 18h30, juste avant le repas, pour pouvoir proposer des activités un petit peu plus calmes. Donc, voilà. Et des fois, le matin, je vais commencer à 7h parce que c'était une demande des résidents d'animer les temps de repas parce qu'ils trouvaient qu'ils avaient du mal à créer le lien entre eux. Donc, nous, parfois, en tant qu'animateur, on va commencer à 7h30 pour animer des petits déjeuners conviviaux. Le midi, on va proposer des déjeuners conviviaux dans d'autres quartiers. Et le soir, en fonction des demandes des résidents, on va proposer des dîners conviviaux pour des gens qui, dans leurs habitudes de vie, avaient l'habitude de se coucher qu'à 21h, 22h. Et du coup, on va s'adapter en fonction de nos horaires et les décaler. Donc, voilà. Alors, j'ai mis animation dans chaque quartier via un poste de 12 heures. Donc, ça fait bizarre de dire ça. Donc, il faut savoir que dans nos 6 quartiers, il y a un poste de 12 heures par jour. Alors, ces postes de 12 heures ont été créés à la demande des soignants qui, avant, étaient en coupe et qui nous disaient, nous, la coupe, ça nous fatigue, on n'en peut plus, on n'a pas de temps pour les résidents, c'est compliqué pour nous. Et donc, du coup, leur proposition, c'était de faire un poste de 12 heures en mettant des temps d'activité l'après-midi, des temps d'accompagnement, donc 1h, 1h30 maximum en fonction des journées. Et donc, de créer et de répondre, en l'occurrence, au PAP, c'est-à-dire que les résidents ont déterminé des actions et des envies durant leur projet d'accompagnement personnalisé. Et donc, du coup, les soignants vont créer des petits temps d'activité, c'est-à-dire, monsieur Untel, il veut aller boire une bière une fois par mois au PMU. Et ces temps de 12 heures-là, ces postes-là d'1h, 1h30 vont accompagner le résident boire sa bière au PMU. Ça va être, monsieur adore les petits chevaux, etc. Et donc, on va, ouais, c'est ça. Et on va proposer des temps de petits chevaux avec ce résident-là. Nous, ce qu'on veut, c'est idéalement que ça soit proposé dans le quartier, parce qu'on sait que quand il y a une personne dans le quartier, un soignant au milieu du quartier, il y a du mouvement, il y a des résidents qui viennent, il y a des résidents qui discutent, etc. Et ça crée ce sentiment d'ambiance sociale, ce sentiment de vie. Et donc, du coup, idéalement, c'est ça. Après, parfois, il y a des résidents qui veulent des visites de courtoisie à domicile pour discuter de tout et rien. Et on accepte ça aussi, en fait. Il faut pouvoir être adaptable tous les jours en fonction des envies du résident. Il faut savoir que dans chaque quartier, les soignants ont 3 référents. Donc, en fait, on s'adapte aussi en fonction des références, des choses comme ça. Voilà. Alors, je vous ai mis une petite fondue enchaînée. Je m'avance parce que je monte sur mon... fondue enchaînée derrière. Alors, c'est une fondue enchaînée type... Ah non, c'était avant. C'était avant, hein? Celle-là? Non, celle d'après. C'est mon parcours de temps. Voilà. Alors, c'est à peu près pour voir les propositions faites aux résidents en fonction de leurs envies, de leurs besoins, etc. Il faut savoir que donc, on est 2 animateurs, donc on propose chacune 2 activités le matin, 2 activités l'après-midi et 2 activités en début de soirée. Donc, ce qui permet d'avoir un panel et d'aller sur les différents services en fonction des envies et des besoins des résidents à l'instant T. Et aussi, on a un pôle locomoteur, on a de la chance, donc on a une éducatrice sportive, un ergo et un kiné à mi-temps qui vont proposer des temps d'activité physique. Donc, du coup, voilà, le résident a des possibilités soit d'activité physique, soit d'activité sociale, aussi des temps calmes. Le soir, souvent, vers 17h15, 18h, on propose plutôt des activités de relaxation, de bien-être pour permettre de gérer aussi ces comportements d'agitation pathologique. Et le but, ce n'est pas de
de créer de la dynamique parfois, mais c'est vraiment d'apaiser, notamment sur le soir, et d'accompagner tout doucement au repas. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ça. Et on a de la chance d'avoir des soignants partie prenante, voilà, qui aménagent parfois leurs horaires aussi. Donc sur les 12 heures notamment, elles l'ont aménagé. Et sur le pas à nuit, voilà. Et pourtant, donc, pour être honnête, on a 3 soignantes de nuit pour 121 résidents. Donc c'est pas énorme, on est d'accord. Mais déjà, grâce à l'Humanitude, on s'organise différemment. Je pense que ça, on a appris à s'organiser différemment. Ne pas s'organiser en fonction des tâches qu'on a à faire, mais bien en fonction du besoin du résident, de besoin de son accompagnement, ce qui permet de s'adapter plus facilement, d'y amener plus de flexibilité. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas une question de moyens, mais c'est vraiment une question de philosophie, en fait. Je pense que c'est ça. Et donc, elle propose des pas à nuit, les filles de 21h30 à 23h, sur notamment le pôle Alzheimer, ou pour des gens qui, voilà, on a tous des gens qui ne se couchent pas la nuit ou qui se couchent très tard, etc. Ça permet aux gens de proposer voilà, des temps d'activité sur ces temps de soirée. Donc voilà. Après, on va pouvoir aller sur la diapo d'après. Ça a été aussi la notion d'animation solidaire. C'est vraiment l'Humanitude qui nous l'a amené. Vraiment. Alors, je pense qu'on se rendrait compte de l'importance. Qu'est-ce que l'animation solidaire? On va partir comme ça. L'animation solidaire, c'est organiser des activités où chaque habitant, quel que soit son profil de dynamique sociale, peut participer. Donc, en fait, que le résident soit quelqu'un de consommateur d'activités, quelqu'un d'acteur ou de conso-acteur, on puisse avoir des activités où tout le monde peut être présent. Et même si on en avait conscience, je pense, en tant que professionnel, je pense que cette formation sur la vie sociale, ça nous a permis de vraiment formuler des propositions, formuler des temps d'activité, où on va vraiment dans des quartiers. Donc, sur le pôle Alzheimer, on a un quartier où les gens sont plutôt déambulants et on a un quartier où les gens sont plutôt, voilà, plutôt en fin de pathologie Alzheimer, en perte d'autonomie. Et donc, on n'est que sur des profils de… Donc, il y a 14 résidents qui sont que consommateurs. Et effectivement, moi, j'allais faire l'activité, mais aucun autre résident n'allait sur ce quartier-là. Donc, grâce à la formation vie sociale en Humanitude, on s'est dit, bah, comment on fait? D'une part, parce que ça va faire du bien aux résidents, et d'autre part, parce que ça fait aussi du bien aux soignants. Et donc, comment on s'organise, comment on fait? Donc, en fait, du coup, on profite, bah, vous pouvez voir les photos, hein, on va proposer surtout des choses qui donnent envie aux résidents. On sait très bien qu'ils adorent les crêpes, les gaufres, les glaces. Donc, sur ces quartiers-là, on propose des temps voilà, d'après-midi crêpes, d'après-midi gaufres, où les professionnels qui sont de 12 heures emmènent des résidents de chaque quartier sur ce quartier-là et où on discute, on déguste ensemble, etc. Et on se rend compte que les résidents sont très contents et on se rend compte aussi qu'il y a parfois plus de vie dans nos résidents consommateurs, dans leurs yeux. Parfois, il y a des gens qui parlent et qui ne parlaient pas forcément. On se rend compte que ça fait du bien à tout le monde. Donc voilà, sur la notion d'animation solidaire. Voilà. Et comment on crée quelque chose de positif, de gai au sein de nos services. Vous voyez, là-haut, on fait de la patinoire avec des gens voilà, très dépendants et ça, c'est possible. On s'efforce de faire des choses comme ça. On part en séjour vacances, et ben on va emmener des personnes en GIR 1 aussi. Parce que ça fait aussi partie de nos valeurs en tant qu'établissement de proposer la même chose à l'ensemble des résidents. En tout cas, de faire la proposition. Voilà pour l'animation solidaire. On va pouvoir aussi peut-être parler de nos objectifs sur la vie sociale. Nous, nos objectifs de la vie sociale comportent en tant qu'ensemble de professionnels, voilà, c'est donner envie aux résidents d'avoir envie de vivre pleinement dans nos établissements. On sait que nos résidents ne disent pas, tiens, waouh, on va aller vivre en EHPAD, c'est super cool, ça va être aussi bien que mon voyage au Maroc il y a 2 ans. Ben non. Donc du coup, comment voilà, on leur donne envie de vivre dans nos établissements, pas que attendre en fait. Et comment on répond? Nous, ce qu'on essaye, c'est de répondre un maximum oui quand ils font des propositions d'activité, quand ils veulent des nouvelles choses, etc. En tant qu'équipe pluridisciplinaire, est-ce que je dis bien moi? Je ne sais pas, mais en tant qu'équipe, comment on va essayer de répondre à leur envie pour qu'ils puissent avoir d'autres envies, en fait, qu'ils puissent et avoir envie de vivre et de faire des propositions et encore des propositions. Je pense que plus on dit oui aux propositions quand elles sont dans la limite du raisonnable, plus c'est possible. Je vais vous donner un exemple. Moi, les résidents, par exemple, disent bah, dimanche, dans 15 jours, est-ce qu'on peut aller au Stade Rennais? Eh ben, on va s'organiser, on va aller au Stade Rennais. Alors, ce n'est pas simple à l'heure actuelle, mais on y arrive en fait. Moi, mon délai, c'est vous pouvez proposer n'importe quelle activité. Il me faut un délai d'1 semaine pour m'organiser parce que j'ai 2 enfants.
de 6 et de 4 ans. Mais voilà, plus on va dire oui, plus ils vont faire des propositions, plus ils vont avoir envie de faire des propositions. Et vivre, c'est avoir envie de faire des propositions. C'est comment donner aussi envie aux professionnels de faire de l'EHPAD un lieu de vie, parce que aussi c'est une vraie volonté des soignants de faire en sorte que l'EHPAD soit un vrai lieu de vie, un lieu où on partage, où on enrichit, on se connaît, voilà. Et donc, comment on donne envie à ces professionnels-là. Et je pense que ce groupe, parce que du coup, on a créé via après la formation Humanitude un groupe vie sociale. Je pense que ce groupe vie sociale, ça fait du bien aux soignants, clairement. Ça fait du bien aux soignants. Ça nous a donné d'autres priorités. On a tous besoin de projets pour avancer. Et ça, c'est un vrai beau projet que les soignants portent plus. Je pense que voilà, on ne serait pas là en tant que porteur de vie sociale. Eux, ils le portent par eux-mêmes. Ils font des choses en disant, bah, tiens, on fait Mardi Gras dans 15 jours. Est-ce que tu peux nous organiser ça? Et c'est là où on voit qu'on a replacé la question du lieu de vie au sein de nos pratiques. C'était aussi créer du lien entre les quartiers, parce que je vous dis 6 quartiers. Il faut savoir que dans chaque quartier, on a une salle de restaurant. Donc, il faut imaginer que les gens, ils vivent un peu… C'est comme si c'était plusieurs villages, en fait, en huis clos. Donc, comment on faisait en sorte que le lien se passe entre chaque quartier? Comment aussi on crée du lien entre les résidents? Voilà, notamment grâce à la fiche bilan social et relationnel. Ça nous a permis d'évoluer dans nos pratiques aussi, d'avoir un papier qui nous permet voilà, de connaître ce que chacun aime, de pouvoir les mettre en interaction, en relation, les résidents ensemble. Notre objectif aussi, c'est de créer du lien avec les familles et les professionnels. Le Covid, il ne nous a pas fait forcément de bien, notamment surtout avec les familles. Voilà, il y a aussi eu beaucoup de défiance suite à de nombreuses polémiques. Et donc, du coup, comment on recrée du lien avec les familles? Donc là, dernièrement, on met en place des apéros dînatoires famille dans chaque quartier. Et ça marche très bien. Parce qu'on faisait, par exemple, des repas famille et on n'avait aucune famille qui venait. Et donc, du coup, on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour qu'on puisse avoir de l'échange avec les familles? Et le fait que ça soit dans chaque quartier, on y remet un petit collectif. Donc, c'est plus simple pour les familles de venir. Le fait que ça soit un apéro dînatoire, on n'est pas sur quelque chose de fixe, on est sur du mouvement. Donc, c'est moins contraignant. Et en fait, chaque corps de professionnel est représenté. Donc, du coup, ça nous permet aussi de rentrer en relation avec les familles, d'écouter leurs attentes, leurs difficultés, parce qu'ils ont parfois des difficultés, et de pouvoir recréer du lien avec les familles. Et aussi, nos objectifs, c'est faire vraiment vivre ces valeurs d'autonomie et de citoyenneté, de parfois se reposer des questions toutes simples, mais de faire vivre ces valeurs d'autonomie. Comment, au lieu d'aller chercher les courses d'un résident, on l'accompagne à les choisir? Et ça, c'est vraiment cette question de valeur d'autonomie. Donc voilà, pour nos objectifs de la vie sociale. Et je vais vous faire un retour d'expérience. Alors, Christelle vous dira que j'aime bien les chiffres. Bah ouais. C'était un peu qualiticienne. Enfin, je ne suis pas qualiticienne, mais voilà. Pour moi, c'est important de connaître la taux de participation des résidents à la vie sociale parce que ce qu'on ne veut pas, c'est laisser quelqu'un de côté. Parce que si on ne s'accorde pas tous les 3 mois à se dire, bon, alors, qui a participé, qui n'a pas participé, pourquoi les gens ne veulent pas participer, voilà, est-ce que c'est une vraie volonté? Est-ce que c'est un oubli? Parce qu'on sait tous qu'on a des résidents parfois qui, soit ils nous posent tellement de soucis, on ne sait plus comment accompagner, on évite d'aller les voir. Soit des gens, bah, comme justement on ne les entend pas, et ben, on oublie d'aller les voir. Donc du coup, comment on permet à chacun d'avoir soit de la vie sociale, soit des visites à domicile de courtoisie, comment on fait en sorte que chacun rentre en relation avec l'autre. Donc, du coup, voilà, pour nos taux de participation, vous pouvez les lire. Et le taux de satisfaction aussi évalué à chaque activité. Donc, du coup, on m'avait demandé pour les CAP, les comportements d'agitation paléontologique, on a fait un test voilà, par rapport à des données qu'on avait il y a plus d'1 an. Effectivement, notamment sur la question, ça fait 6 mois que moi, je travaille jusqu'à 18h15. On se rend compte qu'on a quand même une diminution des CAP à hauteur de 50%. Alors, est-ce qu'on peut l'expliquer que par la vie sociale? C'est toujours compliqué parce que les résidents changent, il y a des pathologies qui évoluent, etc. En tout cas, on se rend compte que les résidents qui avaient des CAP sur ces zones-là à 17h, 18h30, aujourd'hui, en ont plus forcément, ou beaucoup moins, parce que je pense qu'il y a un apaisement et il y a un sentiment, on rassure.
Et l'humanitude, ça nous a aussi permis d'autres choses, c'est-à-dire que parfois, on ne se rendait pas compte au niveau architectural. Et c'est des choses qu'on a vues en vie sociale, c'est-à-dire que parfois, à côté des portes, on avait des chaises qui ne servaient à rien, si ce n'est à nous faire plaisir peut-être à nous. Et donc, du coup, parfois, les gens, ils étaient dans des sortes de couloirs. Et donc, du coup, en fait, ce n'était pas du tout architecturalement aménagé pour qu'on se sente dans un lieu de vie, qu'on se sente entouré et qu'on ne se sente pas dans un lieu de passage. Il y a ça aussi. Il y a aussi cette question des mots, je ne sais pas comment vous appelez ça, parasites. Donc, aujourd'hui, on fait attention à ne plus dire au revoir aux résidents quand on part à 17h, mais bien à tout à l'heure, des choses comme ça. Et on voit bien que ça peut être aussi apaiser ces moments-là. Ça, c'est des choses qu'on a aussi transmises, par exemple à la qualiticienne, aux cuisiniers, des choses qu'on a vues en commun, ce qui permet déjà de se sortir en collectif en tant que professionnel, d'être dans un collectif. Et aux résidents, et ben, du coup, on trouve quand même qu'il y a beaucoup moins de cas. Voilà, pour les retours d'expérience. Je sais, je parle très vite. Ah ouais, c'est super. Je pense qu'on a, enfin, en tout cas, vous avez été vraiment très clair et les images parlent d'elles-mêmes aussi dans ce que vous nous dites. On a beaucoup de réactions, on a quelques questions. On a une question toute simple qui est grand classique. Vous dites que vous êtes un animateur pour combien de résidents en fait? Et comment ça s'organise tout ça? Alors, du coup, donc on était jusqu'à peu un animateur pour 121 résidents, donc moi. Et on était, donc maintenant, notre nouveau directeur, on est 2 pour 121. 2 pour 121 et le taux d'encadrement, on vous l'avait dit au début, Et, c'est 84 ou 86 ETP pour 121, je crois, hein, c'est ça, hein? C'est 0,71. Voilà. c'est ça. Et donc, comment ça s'organise? Voilà, moi, je suis plutôt, donc je fais de l'activité, je suis aussi en coordination. Voilà, je ne sais pas comment vous dire, on propose de l'activité. Moi, j'accompagne aussi beaucoup les soignants sur les temps d'activité d'après-midi. Voilà. En fait, la vie sociale n'est pas portée que par les animateurs. En fait, les animateurs deviennent les coordonnateurs de la vie sociale. C'est ça. Et ça, c'est un changement de point de vue, en fait. C'est ça, exactement. On propose de l'activité en tant qu'animateur, mais on coordonne beaucoup l'activité les temps d'après-midi. Voilà. Il faut savoir aussi que c'est aussi l'humanité. On a beaucoup de résidents maintenant il y en a qui se lèvent à 8 heures, il y en a qui se lèvent à 10 heures. En fait, la journée est beaucoup plus continue. Je ne sais pas comment expliquer ça. Donc, du coup, je ne sais pas si on peut dire que les résidents, ils ont l'impression d'être beaucoup plus occupés comme ça, en fait. Comme ils choisissent leur temps de réveil, leur temps de. Voilà, ils sont dans le choix de leur vie. Il y a moins, en tout cas, ils ont le sentiment d'avoir moins de coupures. Et aussi, les soignants font beaucoup d'activités sociales. Oui. C'est un peu le retour qu'a fait Cyril Arbeau, qui est directeur d'un établissement en Outre-mer, à La Réunion, qui disait qu'en fait, d'accompagner les personnes avec ce respect du rythme de vie a fait que les propositions en termes de vie sociale se sont décalées. Et en fait, il y avait une harmonisation entre l'ensemble des professionnels qui a fait que les valeurs de la philosophie de l'humanitude, avec les 5 principes, ont fait que les choses se sont calées. Plus spontanément, mais que ce soit au travers du projet d'accompagnement personnalisé, que ce soit au travers de la personne, de son rythme, que ce soit au travers de l'évolution, que ce soit au travers de ce que tu dis, Anne-Sophie, c'est par aussi le fait de ces moments où, comme Anne-Sophie dit, de partage autour d'un temps de partage où tous les professionnels vont se retrouver avec des habitants, en fait, il va y avoir cette confiance et ce lien qui va se créer et tout ça va s'harmoniser un petit peu comme des pièces de puzzle qui vont reprendre leur place. Donc, c'est un peu ça la pluridisciplinarité, je n'ai pas bien dit, c'est trouver ces petites pièces de puzzle et c'est pas plein de petits bouts. C'est pour ça que quand j'ai commencé, il y a tellement de façons de la construire, cette pluridisciplinarité. On peut passer par le PAP, on peut passer par les vies de quartier pour donner du sens à l'envie, on peut passer par des temps de partage, voilà. Et tout ça va se construire. Et comme tu disais, Anne-Sophie, bien sûr, quand on arrive en fin de journée, tout ça, c'est des fois, on monte un peu le volume, puis après, on va le rebaisser, puis on va le remonter, et on va faire tout ça en équipe. Et ça, c'est fabuleux. Et aussi, ça va
va permettre la contribution. Parce qu'il est fabuleux de voir quand des professionnels montent des projets pour travailler sur le vivre et mourir debout, sur la verticalité, sur le déplacement. C'est comment nous, en vie sociale aussi, on peut dire, ah ben oui, ok, vous faites un super projet, ben nous, on va y bosser, on va contribuer à ce projet-là, et que peut-être la personne, ben, au lieu de la mener à l'activité et de l'accompagner assise sur son fauteuil roulant, eh ben, on va l'accompagner en marchant. Et donc, c'est toutes ces petites choses qui vont faire un grand tout et un merveilleux tout, quoi. Je trouve juste formidable ta présentation, Anne-Sophie, et un grand merci. Il y a plein de questions, il y a plein de gens qui te posent plein de questions, c'est fabuleux. C'est ça. Alors, j'ai vu, parce que c'est important, quelqu'un demandait donc, on est 86 ETP avec les professionnels, tout l'ensemble des professionnels. Autrement, en toute honnêteté, il y a 40 équivalents temps plein soignants, en fait. Parce que je vois bien, c'est une vraie question. Voilà. Et donc, c'est 40 équivalents soignants. Donc, c'est pas si important que ça, en fait. Ouais, on est dans les taux classiques de 30% de professions soignantes pures pour un habitant, 0,3, c'est à peu près ça. Sur la question du dictionnaire, sur la question des mots à utiliser, il y a une question qui arrive. Là, nous, on vous invite très fortement à vous faire votre lexique dans chacun des établissements. Rosette, toi, tu as planché avec un groupe interne sur le lexique humanitude, donc c'est important les mots. C'est important de se mettre d'accord sur les mots. Nous, on pense, nous, alors on a vraiment planché sur un lexique qui est à la disposition des établissements, bien évidemment, il suffit de le demander. Et c'est très important d'utiliser les mêmes mots, parce que du coup, on sait de quoi on parle. Alors nous, dans le lexique que l'on a utilisé, que l'on a fait, on a donné la définition justement de chaque mot. Qu'est-ce qu'on met derrière chaque mot? C'est que ce soit des outils, des techniques, cette technique porte tel nom, qu'est-ce que l'autonomie? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que la dépendance? Qu'est-ce que ça signifie? C'est vraiment tout définir clairement pour que chacun comprenne ce qu'on est en train de dire. Ça nous semble vraiment important d'utiliser les mêmes mots. Voilà. Donc, si vous souhaitez ce lexique, rapprochez-vous de l'Institut Gineste Marescotti de votre région et ils vous le passeront sans problème. Je me demande même si, Annie, tu vas pouvoir répondre à ça, si on ne l'a pas mis dans le site du label. Dans le site de partage du label, je ne sais plus, mais c'est sûrement possible de tous les labelliser. On a aussi une question sur la philosophie de l'humanitude, sur est-ce que c'est une philosophie, est-ce que c'est une pratique, est-ce qu'il y a des acteurs de l'humanitude, est-ce qu'il y a peut-être besoin de refaire un petit point de ce que c'est que l'humanitude et comment ça se déploie. Et comment ça se déploie par rapport à d'autres approches, comme l'approche Montessori, par exemple. Moi qui réponds? Oui. Donc, je pense que Monsieur Jean-Baptiste, vous ne connaissez pas l'humanitude dans l'établissement où vous travaillez probablement. Donc, en fait, l'humanitude, c'est ce que je disais en introduction, c'est une philosophie où on va se poser des questions. Comment se préoccuper de la santé de la personne, comment améliorer cette santé. Et là, c'est intéressant de pouvoir dire que c'est dans tous les champs d'intervention dont nous sommes en train de discuter là. Quand on parle de vie sociale, on se préoccupe de la santé de la personne de la même manière quand on est dans la restauration. Donc, ça veut dire comment on va intervenir en vie sociale pour que la santé de la personne s'améliore, comment on va intervenir dans la restauration. Alors, on a parlé tout à l'heure de nos principes. Il y en a un qui sera, ils sont permanents dans tout, que ce soit dans le soin ou que ce soit dans tous ces niveaux. Et vraiment, c'est extrêmement important. Une personne, pour aller en vie sociale, si elle a des difficultés à marcher, on ne l'emmènera pas en fauteuil roulant. Il est certain qu'on va se mobiliser pour la faire marcher, pour augmenter ce temps de mobilisation. 24 heures de verticalisation par jour, une personne ne sera pas grabataire. Pour aller au restaurant, ça va être la même chose. Donc ça, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas la vie sociale qui s'installe. Tout ce qui concerne la santé sur un plan holistique décliné par l'Organisation mondiale de la santé, vraiment s'installe dans le soin, dans le prendre soin de manière générale. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important.
Donc, en fait, quand on fait des formations humanitudes, donc déjà prenez contact avec un institut Gineste Marescotti, donc vous trouverez les coordonnées sur le site internet humanitude.fr ou .org, Annie, .fr. Donc là, vous allez trouver les renseignements. Nous intervenons où on va former des équipes des équipes de 10 personnes. On va s'occuper des résidents qui présentent le plus de problèmes. Alors, le mot problème, je le mets entre guillemets parce qu'on va se rendre compte que ça n'est pas toujours. Nous, on voit un problème là où forcément il n'y en a pas. Et on prend soin de cette personne dans sa globalité. C'est-à-dire, si le soin du matin est particulièrement compliqué parce qu'il y a des comportements d'agitation pathologique, c'est-à-dire des refus de soins, on va travailler avec la personne pour mettre en place les outils qui lui permettront d'accepter le soin. Alors, on a des outils relationnels et ensuite des outils pour améliorer aussi la santé de la personne. Mais tout est basé quand même dans tous les secteurs sur un outil relationnel qui s'appelle la capture sensorielle. Nous sommes partis du principe, dans la philosophie d'humanitude, qu'il y avait 2 naissances. Une naissance qui est l'accouchement, la mise au monde, et une naissance sociale, qui est la reconnaissance de cet enfant par les humains, où cet enfant doit se reconnaître humain parmi les humains pour pouvoir vivre de manière cohérente dans la société. Et cette mise en humanitude, elle se fait chez l'enfant par 3 piliers relationnels et un pilier identitaire. Les piliers relationnels qui sont le regard, la parole et le toucher. Quand vous avez un bébé, vous allez voir que vous allez lui parler d'une certaine manière. Le ton est mélodieux. Quand vous allez le regard va être de face, profond, long. Et le toucher, vous n'allez pas l'attraper par le pied pour lui dire « je vais te laver ». Le toucher, il va être vaste, doux, enveloppant. Et on se rend compte que dans les soins, d'une manière générale, eh bien, ces piliers, ils disparaissent. C'est-à-dire que le regard, il disparaît, il est plus vertical parce que la personne est couchée, on ne se met pas à sa hauteur de la personne. C'est pas spontané. La manière, la parole, elle peut être, j'allais dire, silencieuse, tout simplement parce qu'elle peut ne pas exister si la personne ne répond pas, tout simplement. On a constaté qu'avec des personnes qui étaient grabataires, il y avait maximum 120 secondes de communication par 24 heures. Ce n'est pas possible pour se retrouver humain parmi les humains, ce n'est pas possible. Donc, on apprend aux soignants à parler. Donc, on va apprendre à toucher, à parler, à regarder. Tout ça, ces piliers vont être professionnalisés. Quant au pilier identitaire, la verticalité, eh bien sûr qu'on apprend aux personnes comment on va lever une personne, comment on va l'aider à marcher, parce que ce n'est pas du tout naturel en tant que soignant de faire ça. Voilà. En tous les cas, la technique n'est pas naturelle. On a plus de 150 techniques que l'on va pouvoir mettre en place et apprendre tout simplement aux soignants. Alors bien sûr en amont, mais ça vous verrez avec les directeurs des instituts Gineste Marescotti, former des soignants pour former des groupes comme ça. Bon, il y aura de la technique individuelle, mais si moi je suis formée, mon collègue n'est pas formé, s'il n'y a pas une volonté d'établissement, franchement, on a compris depuis longtemps que ce n'était pas bien parce qu'un habitant, il doit être bien dans son établissement 7 jours sur 7. Il ne faut pas qu'il soit bien le lundi avec Martine et pas forcément bien le mercredi avec quelqu'un d'autre qui ne saura pas comment faire. Donc, vraiment, c'est pour ça que cette pluridisciplinarité est extrêmement importante, que la compétence entre toutes les équipes, les échanges sont extrêmement importants. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une valeur commune dans l'établissement et c'est pour ça qu'on forme tout le monde, et les directeurs inclus. Voilà. Et pour essayer de répondre aussi à une autre question, c'est que vous le verrez, on invite les établissements à utiliser toutes les approches, toutes les techniques. Alors, on fait un colloque sur les approches non médicamenteuses, donc vous verrez qu'on va chercher, mais vraiment toutes les ressources possibles et imaginables, justement de l'approche Montessori au jardin, en passant par la musique et en revenant par les artistes. Très concrètement, accompagner des personnes qui ont des situations de vie très difficiles, ça demande de l'énergie de partout, 24 heures sur 24. Donc vraiment, on invite les établissements à aller chercher
les pistes qui leur iront le mieux. Et donc, vous pouvez compter sur les formateurs Humanitude, sur les ressources d'H Village Pro, sur notre colloque, pour vous nourrir du mieux qu'on peut, de manière à ce que vous puissiez y trouver les ressources qui permettront de prendre soin des personnes. Ce que disait aussi Rosette, prendre soin des personnes en faisant du bien, parce que vous voyez les effets, hein, vous voyez les effets sur les personnes aidées en termes d'abaissement des troubles du comportement, en termes de participation, d'échange. Et alors, faire du bien en se faisant du bien, on n'a rien trouvé de mieux pour éviter le burn-out. Et en Belgique, alors on a 2 questions sur la Belgique, donc ne vous inquiétez pas, les Belges, nous sommes avec vous. Donc il y a des formateurs qui sont plutôt dans le nord de la France, qui interviennent en Belgique. Donc vous contactez l'Institut Ginès Marescotté du Nord et on partage avec vous, on vous outille, on vous soutient et on espère bientôt avoir des structures labellisées en Belgique aussi, comme on vient d'en avoir une au Luxembourg. Donc, tout est possible dans tous les pays du monde. Est-ce que… alors, moi, j'avais préparé aussi, j'avais des questions qui m'étaient venues sur la place des familles. On a une question peut-être pour vous, Anne-Sophie, sur qu'est-ce que c'est que les visites de courtoisie, comment vous les vivez dans votre établissement. Et vous avez parlé des apéros, des apéros dînatoires avec les familles. Est-ce que vous avez d'autres pistes où vous intégrez les familles dans cette pluridisciplinarité? Alors, la visite de courtoisie, on appelle ça, c'est une visite gratuite. Alors, voilà. Souvent, quand on est professionnel, qu'on va dans une chambre, on y va pour répondre à un de nos besoins, c'est-à-dire quelque chose qu'on a envie, c'est-à-dire est-ce que vous venez à l'activité, etc. On ne répond pas forcément, on n'y va pas pour rien quand on rentre dans le logement d'un résident. Et donc, du coup, la visite de courtoisie, c'est eh ben, je m'accorde 10 minutes et je rentre pour dire bonjour à un résident. Et ça, voilà, et discuter avec lui de ce qu'il a envie de me dire, en fait. Et donc, c'est pour ça, nous, on appelle ça des visites de courtoisie parce qu'en fait, on n'y va pas avec un objectif particulier. Le seul objectif, c'est aller lui dire bonjour et discuter avec lui de ce qu'il a envie de nous dire. Donc, voilà. Et pour la place des familles, bah, alors, du coup, on a vraiment beaucoup retravaillé. C'était pas simple, voilà. Donc, il y a la question de l'apéro famille. On proposait aussi aux familles de venir en tant que bénévoles aux sorties. En fait, on est tous professionnels. C'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça en tant que professionnel de se laisser regarder parfois, parce que nous on part en séjour vacances tous les ans pendant 5 jours avec donc des résidents et donc du coup on a aussi des familles qui parfois veulent venir. Ce qu'on autorise en fait, enfin voilà, ils prennent un logement, ils viennent avec nous. C'est aussi ça la vie en fait. Et donc des fois, eh ben, on se retrouve parfois avec des familles, voilà, toute une après-midi ou 24, et parfois c'est pas facile. Mais en même temps, c'est important. Donc du coup, voilà, il faut s'autoriser ça, autoriser ça aux familles. Et en fait, souvent, les résidents, ils ont besoin de ça. Voilà, ils ont besoin de se sentir entourés, etc. Et parce que nous, on a beaucoup travaillé dernièrement sur la question de la place de la famille dans nos institutions. La place aussi de la famille dans le PAP, dans tout ça. C'est jamais simple, en fait. Parce que parfois, on ne veut pas leur donner de place parce qu'on se dit, bah, la place, elle est d'abord aux résidents, effectivement. Voilà. Mais en même temps, les résidents, la famille est aussi importante pour le résident. Donc, comment on trouve un juste milieu sur la place des familles? Donc, voilà, ça va être… voilà, notre structure, elle est ouverte 24/24. Donc, on a des familles qui viennent à 9h, comme on a des familles qui viennent à 19h ou à midi. Voilà, c'est aussi ça, la place des familles dans notre institution. Donc, voilà. Je ne sais pas si je vais prendre la question. Merci. Il reste 2 minutes. Et alors, il y a la question auquel on s'attendait. Hein. Chère Rosette, est-ce qu'on va enseigner l'humanitude dès les formations initiales? On a toujours l'espoir. Ouais, on a toujours l'espoir. Alors, pour vous rassurer, alors je ne sais pas si ça se passe en Ille-et-Vilaine, mais je crois que oui. On a des instituts de soins infirmiers, des instituts de soins pour aides-soignantes, des instituts de formation pour aides-soignants, des GRETA qui nous contactent. Et les formateurs vont en effet enseigner l'humanitude. On a des formations qui sont dédiées aux enseignants de ces instituts pour qu'eux-mêmes ensuite puissent déployer l'humanitude, étant donné que l'humanitude est protégée
pour la formation professionnelle continue et est ouverte au champ de la formation professionnelle, de la formation initiale publique. Donc, n'hésitez pas, soutenez. Notre rêve et le rêve de l'association qui a créé le label Humanitude et qui la déploie, c'est vraiment que ces enseignements soient donnés dès le départ pour que on n'ait pas à reformer, déformer, étant donné notamment la pression qui existe sur les établissements aujourd'hui. Donc, plus ils seront aidés par la formation initiale et mieux ce sera. Et je pense, si je peux me permettre, que dans nos établissements, on en a parlé avec Christelle, aujourd'hui, c'est pas simple sur nos EHPAD, voilà, sur les masses, les femmes. Moi, j'ai travaillé un peu dans le handicap, donc voilà. Et on a besoin de se fédérer, en fait. En tout cas, on a besoin, en tant que professionnel, de faire partie d'un groupe, de trouver du sens à nos pratiques et de se fédérer. Et nous, en tout cas, la vie sociale, sur l'hôtellerie aussi, parce qu'on a fait la formation sur l'hôtellerie, sur la vie sociale, la formation de base, ça permet ensemble de créer une histoire commune avec le résident, entre professionnels. Et je pense, je ne sais pas s'il y a des directeurs, mais nous, ça nous porte aujourd'hui. Donc voilà, ça nous porte parce que on a de la chance, on n'a pas d'intérim dans notre établissement. Voilà, on a quelques départs voilà, suite au Covid, mais on a très peu de départs, les gens restent. Et je pense que aussi, ça fait partie, c'est du bien-être pour les résidents, mais aussi du bien-être pour les professionnels, de s'interroger sur sa pratique, de créer et de construire une pratique commune pour le bien-être du résident. Et je pense que, voilà, nous, ça nous a permis ça. Et je pense que ça nous a fait du bien, en tout cas, dans notre établissement, et ça nous fait encore du bien. Voilà. Mais quel plus beau mot de la fin! Non, et c'est vrai. Je pense que c'est vraiment important. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot ou alors on reste sur cette merveilleuse parole? Je crois que sa parole est suffisamment signifiante et explicative pour vous inviter vraiment à travailler avec ces outils qui sont de l'humanitude en vie sociale, au niveau des soins, en restauration et qui permettent vraiment la bientraitance de tout le monde, aussi bien des professionnels que des personnes que nous accompagnons. Un grand merci, mesdames. Un très grand merci. Juste, j'ai envie de dire à Anne-Sophie que ta dernière parole, moi, j'ai l'impression de voir des belles fondations d'un établissement et plus la fondation est costaud, plus les murs sont costauds. Donc, on peut faire face aux intempéries de la vie. Donc, ouais, on sent des belles fondations. Merci vraiment pour ce magnifique retour. En tous les cas, merci à vous tous d'être présents ici à ce webinaire. Et vous pourrez le retrouver en replay grâce à Marlène qui va nous faire un montage de fou pour que vous puissiez aussi le retrouver ensuite et le diffuser autant que vous voulez. Avec grand plaisir. En tout cas, le réseau Humanitude et les labellisés que représente aussi Anne-Sophie aujourd'hui sont des établissements ouverts. Hein, n'hésitez pas à aller les visiter avec grand plaisir. Merci à tous et au prochain webinaire ou sinon au prochain colloque sur les approches non médicamenteuses. À bientôt. Au revoir, merci. Au revoir. Merci, merci.